Lorsque la WWE a créé le Shield en 2012, leur objectif était simple. Créer 3 futures grandes stars solo qui, grâce à cette équipe, pourraient se développer et se construire chacun un personnage pour se faire connaître des foules et véritablement devenir le futur de la fédération. Deux d'entre eux ont parfaitement réussi à suivre ce chemin et j'ai d'ailleurs retracé leurs carrières respectives sur la chaîne et ça fait longtemps que vous êtes nombreux à me demander de parler du troisième homme de ce clan légendaire. Celui qui depuis 2019 n'est plus catcheur à la WWE et dont ceux qui ne suivent que Raw et SmackDown n'ont actuellement plus aucune nouvelle, mais qui pourtant est l'un des catcheurs les plus influents et les plus reconnus du côté de la AEW, il est l'heure de retracer la carrière de Dean Ambrose qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Jon Moxley. Si vous êtes prêts pour revenir sur la carrière de ce catcheur si particulier, alors n'oubliez pas d'envoyer votre meilleur paradigm shift au bouton like et s'abonner sur des punaises. Et maintenant que c'est fait, on peut revenir sur la carrière du troisième homme du Shield, celui qui aujourd'hui est l'un des plus grands catcheurs au monde, Dean Ambrose, aka Jon Moxley. Alors évidemment, au cours de la vidéo, je vais l'appeler par les deux principaux noms qu'il a utilisés au fil de sa carrière, et on va donc commencer par les débuts de Jon Moxley. Le jeune catcheur fait ses débuts du côté d'une petite promotion de Cincinnati alors qu'il n'a que 18 ans et il obtient rapidement un grand succès. Commençant à catcher en équipe, Moxley fait ses marques et ira jusqu'à remporter le titre majeur de la promotion seulement 2 ans après ses débuts. D'un autre côté, il va profiter de progresser dans le ring pour essayer de se faire un nom dans de plus grandes promotions et il commence alors à voyager aux États-Unis. Pendant ce temps, il a quelques opportunités à des matchs de test pour la WWE avec Seth Degen et étonnamment ça n'a pas mené à une embauche. Il continue donc à progresser sur le circuit indépendant, apparaissant dans de nombreuses promotions et il commence à se forger un personnage de catcheur violent en participant à des matchs hardcore ou encore à des deathmatchs. Vous vous en doutez, si on parle de deathmatch sur le circuit américain, on est obligé de mentionner l'une des promotions les plus populaires à l'époque, la CZW. Alors ce serait impossible de détailler l'histoire de cette promotion ou des deathmatchs dans cette vidéo, déjà parce que j'en connais moi-même pas assez et donc ce sera peut-être le sujet d'une future vidéo, mais globalement ce qu'il faut comprendre c'est que là on n'est pas sur des simples matchs un peu violents avec des chaises ou des tables comme on peut voir à la WWE, ni même sur des matchs un peu plus violents et un peu plus hardcore comme on a également pu voir avec Mick Foley à la WWE ou encore à la ECW. Non, là c'est vraiment encore autre chose parce que ça va pas hésiter à y aller à coups de barbelés, de néons, de plaques de verre, de fourchettes ou autres roulettes à pizza. En bref, c'est le niveau au-dessus du hardcore en termes de violence. Alors il y a évidemment de nombreuses autres subtilités que je ne connais sûrement pas et puis après on aime ou on n'aime pas, mais force est de constater que Moxley lui il adore ça et c'est donc dans ce type de match qu'il va faire ses marques. Mais attention parce que si à la CZW il y a une partie extrême avec des deathmatchs, il n'y a pas que ça et donc Jon Moxley va croiser là-bas et sur toutes les promotions indépendantes de gros noms du catch qui lui permettent de s'améliorer et de se faire un nom qui atteindra les oreilles de la WWE. En avril 2011, Moxley rejoint donc la WWE et il devient alors officiellement Dean Ambrose. Il rejoint comme beaucoup de catcheurs à l'époque la FCW et construit là-bas ce nouveau personnage en se lançant en rivalité contre un certain Seth Rollins. Les deux hommes auront là-bas de très bons matchs que je vous conseille d'aller voir et il aura également l'occasion d'affronter des catcheurs nettement plus établis qui lui permettront de s'améliorer pour se préparer à ses débuts dans le roster principal. Et justement, Dean Ambrose avait tout intérêt à préparer dès cette époque ses débuts dans le grand bain parce que si Seth Rollins a marqué les débuts de NXT en devenant le premier champion de la branche développementale de la WWE et que Roman Reigns a eu l'occasion lui aussi d'avoir quelques matchs là-bas, Dean Ambrose n'est jamais apparu officiellement aux écrans de NXT. Au lieu de ça, il sera immédiatement propulsé sur les plus grandes scènes en débutant lors de Survivor Series 2012 aux côtés de ses deux acolytes dans ce clan qui nous a tous marqués, The Shield. Au sein de ce clan, Dean Ambrose se démarque comme étant le personnage le plus étrange et instable, le véritable électron libre du Shield, mais pourtant il est vu comme le talent le plus prometteur, presque comme un leader du groupe avec des facilités au micro et on lui promet donc un grand avenir. Bien sûr, ils auront tous un grand succès avec Ambrose qui deviendra champion des États-Unis à Extreme Rules 2013 et qui conservera son titre pendant plus de 300 jours. Bien sûr, l'histoire du Shield c'est bien plus que ça, c'est de grands affrontements et de grandes rivalités que j'ai déjà retracées sur la chaîne, mais aujourd'hui on se concentre simplement sur la carrière de Dean Ambrose, donc revenons à lui. Le 2 juin 2014, Seth Rollins trahit Dean Ambrose et Roman Reigns pour mettre un terme au Shield et il va être l'heure d'attaquer la partie solo de la carrière de Dean Ambrose. Immédiatement après la séparation de ses partenaires, Dean Ambrose ne rencontre pas un grand succès. Il se lance en rivalité contre Seth Rollins, mais on sent bien à ce moment-là que ce dernier est bien plus considéré comme le futur que Dean Ambrose et il le prouve en remportant le Money in the Bank et nombreux de leurs affrontements. La rivalité sera ensuite mise en pause après que Ambrose ait subi un violent curb stomp sur un bloc de béton pour aller soigner une blessure, mais celui-ci viendra relancer sa rivalité avec Rollins à son retour et la clôturera dans un match Hell in a Cell au pay-per-view du même nom. La rivalité avec son ancien partenaire ne sera pas véritablement conclue avec un clair vainqueur, puisqu'alors qu'Ambrose domine Rollins dans cette gigantesque cage, Bray Wyatt fait son apparition pour s'en prendre à celui qu'on qualifie désormais de lunatique et entamer une rivalité avec lui. Cette rivalité servira simplement de transition pour Dean Ambrose qui devait s'occuper quelque temps avant de pouvoir véritablement exploser en solo, mais elle mènera quand même à des matchs assez
assez divertissants, notamment le classique Street Fight de Noël. Oui, parce que vous le savez, à la WWE, on rate jamais une bonne occasion de se foutre sur la gueule, donc même à Noël, ça y va. La rivalité se conclura par un match de l'ambulance que Ambrose va perdre, et celui-ci ne trouvera à nouveau pas de succès dans le Royal Rumble, puisque malgré sa présence dans les 4 derniers participants, bon, techniquement 5 parce qu'il restait aussi Rousseff à l'extérieur, Dean Ambrose est détruit et éliminé par Kane et le Big Show, et c'est son ancien partenaire Roman Reigns qui remporte le match. Et là, c'est l'occasion de marquer une première pause dans la vidéo pour faire un petit bilan de ce run post-Shield pour Dean Ambrose parce qu'on va voir que c'est loin d'être glorieux. Il perd sa rivalité face à Rollins qui est Mr Money in the Bank et dont on va voir que l'avenir est radieux. Il perd la rivalité contre Bray Wyatt alors que celui-ci n'est pas en sommet de carte non plus. Et il perd le Royal Rumble alors que Roman Reigns se dirige lui vers la plus grande scène du monde. Jusqu'à présent, on peut donc dire que Dean Ambrose est le membre du Shield qui réussit le moins bien sa transition vers une carrière solo. Mais heureusement, tout va très vite rentrer dans l'ordre. L'électron libre du Shield va immédiatement se mettre à la poursuite du titre intercontinental pour relancer sa carrière solo et se rapprocher de ses anciens alliés. Malheureusement, si on pensait qu'enfin Dean Ambrose allait commencer son envolée comme étaient en train de le faire Reigns et Rollins d'un autre côté, il faudra attendre un peu puisqu'il continue sa série de défaites en pay-per-view en ne parvenant pas à récupérer le titre des mains de Wade Barrett. Dean Ambrose obtient alors une nouvelle chance à WrestleMania 31 dans ce très bon ladder match dans lequel il va subir une chute extrêmement violente et ne parviendra donc pas à récupérer le titre de champion une nouvelle fois. Pour autant, ses ambitions ne s'arrêtent pas là. Le soir même, son ancien ami et rival Seth Rollins devient champion de la WWE en utilisant sa mallette Money in the Bank, et Dean Ambrose va alors s'en prendre à lui et tenter d'aller chercher cette ceinture. Il échoue malheureusement à Payback lors de sa première opportunité dans un match à plusieurs, mais obtient enfin sa chance en 1 contre 1 lors de Elimination Chamber. Sa malchance ne semble alors pas s'arrêter là, puisqu'alors qu'il domine le champion, celui-ci utilise l'arbitre comme bouclier pour le sortir du match. Ambrose ne lâche rien et parvient quand même à placer son Dirty Deeds et à couvrir Rollins pour le compte de 3 qui sera effectué par un autre arbitre. Malheureusement, l'ancien arbitre reprend conscience après la fin du match et annonce que Rollins a été disqualifié pour l'avoir utilisé comme bouclier, donnant bien la victoire à Dean Ambrose mais permettant à Seth de conserver son titre et de nous gratifier de cette magnifique image. Ah, je vous jure qu'elle s'adapte à toutes les situations, hein. Par exemple, moi c'est ma tête quand je bois des boissons Oli. Vous l'aurez compris, Oli c'est le nouveau partenaire de la chaîne et je vous vois venir, vous vous demandez sûrement qu'est-ce que c'est Oli. C'est très simple, si vous avez l'habitude des boissons énergisantes ou encore des sodas de manière générale, c'est sûr que vous allez adorer. Déjà, pour éviter d'enchaîner les canettes, Oli c'est un pot pour l'équivalent de 50 canettes, donc oui déjà c'est plus écologique mais c'est également plus économique parce que du coup ça vous revient à 80 centimes la boisson. En plus de ça, c'est sans sucre, sans taurine et avec des arômes et des colorants naturels. Et pour la team pas ou peu de sommeil, vous allez adorer la caféine cristallisée dans leurs boissons énergisantes puisque ça vous permet de tenir plus longtemps et ça vous évite le classique crash post-caféine. Mais évidemment, si vous préférez dormir, vous pouvez essayer leur gamme Ice Tea qui est sans caféine et tout aussi faible en calories que leurs boissons énergisantes pour la team muscu qui me suit. Évidemment, tous les ingrédients sont indiqués sur les pots mais également sur leur site, comme ça vous pouvez être sûr de savoir ce que vous achetez. Ils m'ont envoyé un pack découverte pour tester avant de faire ce partenariat et j'ai complètement validé, en particulier avec de l'eau gazeuse, c'est un banger sans nom. Et pour ceux qui voudraient savoir quel est mon parfum préféré, je pense que le Raspberry Raptor est assurément le plus gros banger qu'ils aient proposé. Et si vous aussi vous voulez essayer, n'hésitez pas à foncer sur leur pack découverte pour tester les saveurs et découvrir laquelle est votre favorite. Et surtout, n'oubliez pas d'utiliser le lien en description et le code MonsieurHawkin5 pour 5 € de réduction des 15 € sur votre première commande et le code MonsieurHawkin pour 10% de réduction sur toutes vos prochaines commandes. Merci à Oli pour leur confiance et merci à tous ceux qui vont commander avec le lien en description. N'oubliez pas les codes promo et on repart sur la carrière de Dean Ambrose. Après cet incident avec Seth Rollins, l'instable Dean Ambrose décide de voler la ceinture de champion puisqu'il considère qu'il a gagné le match et il sera temps de régler l'histoire pour de bon lors de Money in the Bank. Les deux ont un très bon match avec une fin extrêmement prenante dans laquelle ils vont arracher la ceinture en même temps, mais finalement c'est bien Seth Rollins qui la tiendra une fois au sol et il conserve donc son titre. Encore un manque de chance pour Dean qui malgré une très bonne rivalité n'obtient pas la ceinture mais commence par contre de plus en plus à obtenir le soutien de la foule. On ne peut malheureusement pas en dire autant pour son ancien partenaire du Shield Roman Reigns que la WWE souhaitait placer au sommet mais qui était vivement rejeté par les fans et donc en souvenir de la bonne époque, les deux hommes vont se réunir. Aux côtés de Reigns, Dean Ambrose a un peu plus de succès avec une rivalité contre la famille Wyatt qui permettra les débuts de Braun Strowman et l'addition de Chris Jericho à leur équipe. Oui alors Chris Jericho ou ce fan d'ailleurs, je sais plus lequel était l'officiel, hein, mais enfin bon bref passons. Mais cette association ne sera pas de longue durée parce que suite à la blessure de Seth Rollins, le titre sera rendu vacant et les deux hommes vont alors se lancer à sa poursuite. Après avoir battu Dolph Ziggler et Kevin Owens, Dean Ambrose atteint la finale où il va retrouver son ancien allié lors de Survivor Series. Touchant une nouvelle fois son objectif du bout des doigts, Dean Ambrose perd le match et Roman Reigns devient champion de la WWE avant de subir l'encaissement de Sheamus qui quitte alors le show avec le titre de champion du monde. On se rend bien compte à ce moment-là que la WWE n'a pas envie de mettre Dean Ambrose en avant alors que c'était l'un des catcheurs les plus en vue dans le Shield et qu'il avait grandement le public derrière lui à ce moment-là. Pour tout de même lui donner quelque chose, il se lance en rivalité contre Kevin Owens pour le titre intercontinental et il finit enfin par le battre lors
de TLC après un très bon match pour obtenir son deuxième titre en solo. Bien que son run soit plutôt bon et qu'il passe très proche de réunir le titre intercontinental et le titre WWE lors du Royal Rumble, arrivant jusqu'en finale contre Triple H, on sent bien que Ambrose reste en arrière comparé à ses deux anciens partenaires. Pourtant, lors du Royal Rumble, on voit bien que le public est une nouvelle fois à fond derrière lui et la WWE le sent, il est donc temps de passer la seconde. Il perd le titre intercontinental lors d'un épisode de Raw mais ne subit pas le tombé, ce qui le protège et se lance directement à la poursuite du titre WWE. Lors de Fastlane, il a justement l'opportunité de devenir challenger numéro 1 à condition de battre Roman Reigns et Brock Lesnar dans un triple menace, mais il échoue malheureusement et c'est une nouvelle fois son partenaire qui se dirige vers WrestleMania pour affronter le champion. Ambrose aura tout de même son opportunité lors de Roadblock, mais évidemment le titre n'allait pas changer de main si proche du plus grand show de l'année, et lors de WrestleMania c'est bien Triple H qui défend son titre contre Roman Reigns, et l'ancien membre du Shield va accomplir à nouveau l'exploit en quittant le show avec la ceinture. De son côté, Dean Ambrose se lance en rivalité contre Brock Lesnar, et si on s'attendait à un grand affrontement avec le côté complètement fou de Ambrose et la violence de Lesnar, le match sera finalement très basique malgré la stipulation, et on apprendra plus tard que si Dean était motivé pour avoir un très gros match, Lesnar lui a préféré un affrontement très banal et peu intéressant. En plus de ça, il subit une nouvelle défaite lors d'un match important et on se rend à nouveau compte que malgré le soutien de la foule et tout son potentiel, Dean Ambrose est laissé de côté et échoue à de nombreuses reprises. Il essaye de se reprendre avec une rivalité contre Chris Jericho qui nous a offert des moments certes très divertissants et marrants avec notamment le show Ambrose Asylum et la plante Mitch, mais qui condamnait encore une fois Dean Ambrose à rester loin de quelconque titre ou rivalité majeure. Il a quand même un bon match contre Jericho dans lequel celui-ci va finir dans des punaises, mais une nouvelle fois la rivalité était bien plus axée sur les segments humoristiques que sur l'importance de Dean Ambrose. Jusqu'à présent on peut dire que le parcours de Dean Ambrose à la WWE est plutôt mitigé et qu'il est clairement celui qui s'en sort le moins bien après le Shield, mais heureusement tout va rapidement s'arranger. Ambrose intègre le Money in the Bank 2016 et remporte la mallette, lui donnant une chance au titre de champion quand il veut et où il veut. À tout instant, il peut débarquer avec le contrat contenu dans la mallette et l'encaisser pour avoir un match de championnat, et on va rapidement voir qu'il ne va pas se faire prier. Le même soir, Roman Reigns défend son titre de champion contre Seth Rollins qui avait fait son retour le mois passé, et celui-ci surpasse son ancien partenaire, remportant à nouveau le championnat de la WWE. Mais alors que Seth Rollins célèbre sa victoire, Dean Ambrose débarque sous l'ovation de la foule et surprend le champion en encaissant sa mallette et en le battant pour marquer l'histoire avec son premier titre majeur. Si Money in the Bank 2016 marque également l'histoire puisque les trois associés du Shield ont eu la ceinture de champion durant la même soirée, on ne peut pas en dire autant pour le tant attendu affrontement entre les trois lors de Battleground. C'est pourtant un moment important pour Dean Ambrose qui surpasse Rollins et Reigns et conserve son titre, mais le match est aujourd'hui plutôt oublié. Entre temps, le champion de la WWE a été choisi comme premier choix de SmackDown lors de la draft et le titre vient donc avec lui du côté du show bleu grâce à cette défense, l'éloignant alors de ses anciens associés. Ambrose aura tout de même un dernier affrontement face à Seth Rollins qu'il remportera pour confirmer la venue du titre du côté de SmackDown, et il sera temps pour Ambrose d'aller défendre sa ceinture face aux catcheurs du roster du show bleu qui comprend de très grands noms tels que AJ Styles contre qui il finira par perdre le titre à no merci. Et c'est là que la descente aux enfers va véritablement commencer pour Dean Ambrose. Maintenant à nouveau sans ceinture, il se retrouve en milieu de carte dans des programmes peu intéressants avant de retrouver le titre intercontinental début 2017. Ce run ne sera pas pour autant très important pour lui puisqu'il défend son titre une seule fois dans le pré-show de WrestleMania avant de le perdre au profit du Miz à Extreme Rules. Entre temps, Ambrose est envoyé à Raw où il n'aura pas beaucoup plus de succès avec une rivalité contre le Miz et le Miz Tourage. Pour tenter de se relancer, Ambrose va s'associer à nouveau avec Seth Rollins, ce qui va plutôt bien fonctionner au début puisque les deux hommes iront chercher les titres par équipe et auront de plutôt bons matchs. Cette union visait à la base à réunir The Shield, mais suite à des soucis de santé de Roman Reigns, il sera remplacé par Kurt Angle et il faudra attendre encore un peu pour voir les trois anciens compères réunis. Rollins et Ambrose finiront par perdre les titres après une intervention du New Day, et enfin The Shield se reformera à Survivor Series pour battre l'équipe de Kofi Kingston, Big E et Xavier Woods. On s'attendait à ce moment-là à un renouveau du clan, mais le destin viendra encore interférer dans la carrière de Ambrose puisqu'il subira une blessure au niveau du triceps, mais surtout une grave infection qui aurait pu lui coûter la vie et qui va l'éloigner des rings pendant 9 mois. À son retour en août, Dean Ambrose reforme son équipe avec Roman Reigns et Seth Rollins, mais trahit rapidement celui-ci le jour de l'annonce de la leucémie de Roman Reigns et se lance dans son tant attendu heel turn. Alors de très nombreux fans et même Dean Ambrose lui-même attendaient beaucoup de ce moment en espérant que ça allait lui permettre de passer à l'étape supérieure, mais on va voir qu'on en était très loin. Malgré cette nouvelle version de Ambrose, il est encore ridiculisé avec des histoires et des segments plutôt mauvais qui vont de plus en plus lui donner envie de quitter la WWE. Les officiels le poussent à se mettre en scène dans des segments gênants, ils l'incitent à tenir des propos horribles concernant la maladie de Roman Reigns, mais celui-ci refuse et malgré tout l'argent qu'il lui propose, Dean Ambrose décide de ne pas renouveler son contrat. Il finira quand même d'une belle manière après son horrible run de heel malgré un titre de champion intercontinental puisqu'il se réunit avec ses partenaires du Shield une dernière fois le 21 avril 2019, lui permettant de quitter la WWE par la grande porte, et on risque certainement de ne jamais l'y revoir. Et c'est donc depuis le 21 avril 2019 et malgré le
départ de Vince McMahon qui a été probablement le principal responsable de sa mauvaise utilisation que Dean Ambrose a complètement disparu. Et puisque Dean Ambrose n'est plus, il est temps de faire place à nouveau à Jon Moxley. Moxley annonce son retour au travers d'une excellente vidéo et il est l'heure d'attaquer sa rédemption. Quelques jours après l'annonce de son retour, il apparaît du côté de la New Japan Pro Wrestling et défait Juice Robinson pour devenir nouveau champion des États-Unis IWGP. Il fera une seconde apparition du côté du Japon, puis 2 apparitions du côté de la NEW, mais là où il va faire grand bruit dans le monde du catch, c'est surtout lors de AEW Double or Nothing le 25 mai 2019. Alors que Chris Jericho vient de défaire Kenny Omega au terme d'un match de folie pour aller affronter Adam Page lors du prochain pay-per-view pour inaugurer le titre de champion AEW, celui-ci se vante et demande à être remercié. Au lieu de ça, le public va commencer à exploser de joie alors que la caméra montre un homme s'avançant parmi les fans. Cet homme, c'est évidemment Jon Moxley et sous une ovation générale, il fait ses débuts à la AEW en envoyant son Paradigm Shift sur Jericho. Il n'était alors plus question de Mitch Laplante, de lunatique ou de je ne sais quoi avec des masques à gaz, c'était maintenant l'heure pour Moxley de prouver ce qu'il valait vraiment et de faire taire toutes les critiques. Il fait son premier match officiel lors de Fyter Fest dans un Lights Out match, c'est-à-dire un match sans aucune règle où il défait Joey Janela, mais si sa signature à la AEW va nous donner de gros matchs du côté des États-Unis, elle va également lui permettre de revenir du côté du Japon pour affronter les meilleurs. Moxley intègre donc le tournoi G1 Climax dans lequel il aura notamment un match excellent face à Tomohiro Ishii que j'ai pu regarder pour la première fois en préparant cette vidéo et que je vous conseille tous d'aller voir parce que c'est une véritable bagarre avec 2 mecs ultra badass. Mais bon, maintenant qu'il a tranquillement proposé ses bangers au Japon, il était l'heure pour Mox de revenir du côté des États-Unis à la AEW. Initialement prévu pour affronter Kenny Omega lors de All Out, Moxley subit une nouvelle infection au coude et le match est donc reporté pour Full Gear. A son retour, il enchaîne les victoires et va donc affronter Kenny Omega dans un Lights Out match lors de Full Gear, duquel il ressort vainqueur pour affirmer son importance dans la compagnie. C'est une nouvelle fois une véritable pépite que les deux hommes nous proposent et entre la NJPW et la AEW, Moxley devient petit à petit l'un des catcheurs les plus reconnus au monde. Naturellement, cette progression et cette domination le motivent à avoir de grands projets et il défie alors le champion AEW, Chris Jericho. Pour obtenir son match de championnat, il va battre Pac, un autre catcheur de la AEW qui doit certainement vous dire quelque chose, et l'annonce officielle sera alors faite lors de AEW Revolution 2020. Jon Moxley affrontera Chris Jericho pour le titre de la AEW. Les deux hommes vont se donner pendant plus de 20 minutes devant un public extrêmement chaud en direct de Chicago, et malgré la présence des associés du champion aux abords du ring, Moxley crée l'exploit et résiste à l'intervention de Sammy Guevara par miracle, parvenant à envoyer son Paradigm Shift sur Jericho et à le couvrir pour enfin atteindre son objectif. C'est un moment amplement mérité pour Moxley qui n'avait alors déjà plus rien à prouver et qui est allé chercher ce soir-là le titre mondial pour le plus grand plaisir des fans. Mais si vous pensez qu'après ça Jon Moxley s'est calmé et a simplement profité de sa popularité, vous êtes très loin du compte. Le champion AEW va défendre son titre à de nombreuses reprises, apparaissant extrêmement souvent pour mettre son titre en jeu ou simplement pour nous proposer des gros matchs, et on comprend alors qu'on a là le véritable visage de la compagnie. Il aura une bonne rivalité contre MJF qui permettra à celui-ci de s'établir un peu plus, une encore meilleure face à Eddie Kingston avec le style particulièrement badass des deux hommes, avant de repartir dans son excellente rivalité contre Kenny Omega. Les deux hommes vont nous offrir une nouvelle pépite lors de Winter is Coming fin 2020, et malheureusement cette date marquera le dernier jour du règne de Moxley puisqu'Omega parviendra à le défaire pour mettre un terme à sa série d'invincibilité et lui prendre le titre. Moxley va donc profiter de cette défaite pour s'absenter quelques temps avant de revenir aux écrans, cette fois-ci aux côtés de son ancien rival Eddie Kingston, se lançant en rivalité contre les Young Bucks. L'année 2020 maintenant derrière lui est couronnée de succès puisqu'il est élu meilleur catcheur de l'année selon le Pro Wrestling Illustrated. Moxley entamait 2021 motivé comme jamais pour dominer la AEW. Débutant avec Wild Thing, une nouvelle musique reprise en chœur par tous les fans dans des moments que je vous conseille absolument d'aller voir parce que c'est frisson garanti, Mox continue son parcours et il aura alors de nombreux bons matchs autant à la AEW qu'à la New Japan ou à la GCW dans laquelle il va exploser Matt Cardona pour le plus grand plaisir des fans. Même si on se rappelle de cette triste fin au match Explosion contre Omega, ça n'a pas pour autant entaché les excellents moments offerts par Moxley durant l'année 2021 et il semblait alors au sommet du monde. Pour autant, même si Moxley semble en pleine forme à cette époque et qu'il est au sommet de la AEW même s'il n'est maintenant plus champion, derrière les rideaux, c'est une toute autre histoire dans la vie de Jon Moxley. Souffrant de lourds problèmes d'alcoolisme, Jon Moxley est régulièrement mal en point et ne parvient pas à se sortir de cette addiction. Il sera alors temps pour lui de prendre une pause nécessaire et bien méritée pour soigner ses problèmes en octobre 2021. Il n'apparaîtra plus dans les rings et profitera de ce temps pour entrer en cure de désintoxication et on espérait alors le revoir en pleine forme le plus tôt possible. Et justement, notre attente va enfin être récompensée le 19 janvier 2022 puisque sous l'ovation générale du public, Wild Thing se lance et on accueille enfin de nouveau
Ah franchement ça fait du bien. Semblant bien plus en forme qu'il ne l'était avant, Moxley se livre aux fans même s'il est brièvement interrompu par un random qui va faire l'erreur de crier je ne sais pas trop quoi avant de se faire insulter par Mox et sortir de la salle, et franchement c'est un très bon moment. Lui qui d'habitude n'exprime pas ses émotions plus que ça semble véritablement ému et s'ouvre aux fans en annonçant qu'il est désormais plus libre que jamais et que s'il y a quelqu'un dans le monde ou à la AEW qui souhaite se frotter à lui, il a intérêt à être prêt car Moxley a soif et à partir d'aujourd'hui la seule chose qu'il boit c'est du sang. C'était donc parti. Maintenant débarrassé de ses démons, Moxley était plus déterminé que jamais et si on pensait avoir tout vu pendant la première partie de son run du côté de la AEW, on allait voir qu'il était très loin d'en avoir fini. Il va se lancer dans une histoire avec nul autre que Bryan Danielson immédiatement après son retour et les deux hommes vont avoir initialement une rivalité puisque si Bryan voulait à la base faire équipe avec lui, c'était pas réciproque pour Moxley qui accepterait de considérer la chose seulement si Bryan Danielson pouvait le battre. Les deux hommes vont se livrer à une véritable guerre que je vous conseille aussi lors de Revolution et malgré la victoire de Moxley, ils continueront à se mettre sur la gueule après le match. Leur bagarre sera interrompue par nul autre que William Regal qui fera ses débuts ce soir-là sous l'ovation de la salle, giflant les deux hommes dont il était le mentor à une époque et les forçant à se montrer un respect mutuel en se serrant la main. C'était donc là la naissance de ce qui deviendra plus tard le Blackpool Combat Club, une équipe de badass composée de Moxley, Danielson, Regal et Wheeler Yuta qui était excellente à suivre. Mox fera alors équipe avec Danielson à plusieurs reprises tout en continuant à apparaître du côté de la GCW pour défendre son titre et du côté de la New Japan où il aura un excellent match face à Will Ospreay. Mais si le retour de Moxley était déjà couronné de succès avec de nombreuses victoires en solo ou aux côtés de son équipe, il était temps pour lui de revenir sur le devant de la scène puisque suite à la blessure du champion AEW CM Punk, Moxley bat Kyle O'Reilly et devient challenger numéro 1 au titre intérimaire. Lors de Forbidden Door, un show commun à la AEW et à la New Japan, il reprend sa place au sommet en défaisant Hiroshi Tanahashi dans encore un match de fou pour devenir champion intérimaire en attendant le retour de Punk. Lors de Blood and Guts, le champion intérimaire continue à montrer sa résistance aux côtés de ses partenaires du Blackpool Combat Club, désormais complété par Claudio Castagnoli, et le clan arrive à bout de la Jericho Appreciation Society dans un match extrêmement violent. De retour au sommet, Moxley enchaîne les défenses de son titre de champion intérimaire, et enfin, lors de Quake by the Lake, le champion officiel CM Punk effectue son retour pour confronter son futur adversaire, et un match pour couronner le champion indisputé est prévu pour All Out. Pour une raison étrange, justifiée par des tensions entre les deux, le match est décalé à un simple épisode de Dynamite, et à la surprise générale, dans un match très court et sous l'ovation des fans, Moxley défait CM Punk et devient à nouveau officiellement champion de la AEW. Une revanche sera organisée pour All Out après un Open Challenge lancé par Jon Moxley, et cette fois-ci c'est bien CM Punk qui repartira avec la victoire, permettant à Mox d'obtenir un repos bien mérité puisqu'il devait à ce moment-là prendre des vacances. Malheureusement, suite au pétage de plomb de CM Punk, le champion est suspendu et le titre est remis vacant, et Jon Moxley va donc accepter de reporter ses vacances bien méritées pour retourner au charbon. La compagnie qui se retrouve sans champion doit trouver un homme de confiance pour porter la ceinture, et c'est Jon Moxley qui va remporter le tournoi en battant son partenaire Bryan Danielson en finale pour devenir pour la première fois de l'histoire 3 fois champion de la AEW. De retour au sommet et ayant été contraint de reporter ses vacances, Moxley confirme son rôle de visage de la compagnie en étant en plus le premier homme à avoir obtenu 3 fois le titre, et il va le conserver quelques semaines avant de le défendre contre MJF lors de Full Gear 2022. À la surprise générale, alors que Moxley semblait être intouchable, il est trahi par son mentor William Regal qui aide MJF à battre Moxley, mettant un terme à son règne et à sa domination. Évidemment, Moxley aura alors enfin l'occasion de prendre du repos suite à ça et ne reviendra sur les rings que plusieurs semaines plus tard. Depuis, il continue d'évoluer aux côtés de ses partenaires dans le Blackpool Combat Club et il a à nouveau marqué l'histoire de la AEW le 22 février 2023 en battant Evil Uno pour devenir le premier homme à avoir 100 victoires du côté de la AEW. C'est donc après un passage plutôt mitigé du côté de la WWE qui lui aura tout de même permis d'être champion du monde que Jon Moxley est parti faire ses preuves du côté de la AEW, prouvant sa valeur et ayant des matchs et des rivalités incroyables autant aux États-Unis qu'au Japon. Il est désormais véritablement l'un des visages de la compagnie puisqu'il est le seul homme à avoir 3 titres de champion et à avoir 100 victoires, et il est très peu probable qu'on le revoie du côté de la WWE. La réunion du Shield en 2019 semble alors vraiment avoir été la dernière et Jon Moxley a potentiellement enterré ce jour-là Dean Ambrose pour continuer sa domination du côté de la AEW en ayant une carrière absolument incroyable. Catcheur violent et extrêmement badass, Jon Moxley est un véritable anti-héros qui a le public dans la paume de sa main avec un talent dans le ring et au micro qui n'est plus à prouver, et j'ai extrêmement hâte de voir où la suite de sa carrière va le mener parce que quelque chose me dit qu'il est bien loin d'en avoir fini. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura permis de vivre ou de revivre la carrière de Jon Moxley. Si c'est le cas, n'oubliez bien sûr pas de placer votre meilleur paradigm shift au bouton like et s'abonner, et également de me rejoindre sur ma chaîne Twitch et ma chaîne secondaire, les liens sont en description. Et pour ceux que ça intéresse, le lien Oli est également dans la description. Et d'ici là, je vous dis c'était Monsieur Hawkin et on se retrouve très vite pour d'autres histoires.